Pour m'exercer. Non, je peux faire mal. Non, parce que moi j'ai déjà emmené ma voiture là-bas, donc ça va. 200 mètres ma belle-fille s'appelle Marie-Christine aussi, on dit Marie. 600 €, non, plus que ça. Mais alors, je te dis... Déjà, merci d'être venu. Ça fait plaisir, ça va faire beau, ça va être sympa. On va vous proposer de démarrer, du coup. Il est 10h20. Valentin descendit donc dans la coulée de l'Arguenon, arrive là. Il faut vous dire que Myriam est mi-couée, mi-pesson, un sirail. On nageait sous le dos, là. Valentin prit un bateau qui était là, et allait auprès de la sirène, et il dit même, la plus riche des Plédélia, et moi je sais Dieu. J'aurais besoin des liges pour me marier et acheter une vache et une veille de treille. Elle dit, c'est vrai. Mais avec Mike, tu vas te marier. Ah, nani, je me sais promis, qu'il dit. Il s'était mis à genouiller dans le bateau, il tenait les ridelles dans les deux mains. La fille lui donnait un coup dessus les dailles. Il a chiprin, passé dessus par-dessus tête, et pour cher dans l'Iao. Mais avant de cher dans l'Iao, le guerlos se mit à brader. Et Marie fut avertie. On prit le pied de balaye, descendit là à la coulée de l'Arguenon, et arrivé là, on trouvait tout un tas de guernettes là qui étaient là, parce qu'avant de cher dans l'Iao, Valentin fut transformé en guernouille. On trouvé je ne sais combien de dieux qui étaient là, qui lui expliquaient ce qu'il fallait faire pour ne pas tomber sous le pouvoir de la siraille. On mit un matin, on se déguisait en galant, et puis aller faire des miauleries à la sirène qui nageait sur le dos. Là. On s'orientait vers le moulin de Tournemine qui avait baissé, la sirène l'a suivi. Mais quand on passait sur le moulin, on se prit la tchèque dans la girouette et restait engrouillé là. Marie prit vite les rames et allait changer les dieux qui étaient en guernouille, leur donnait un visage d'homme et servit au chanter et ils peuvent se marier. Mais je vais vous dire, tout là, il n'est qu'une histoire de feuilles et l'hygiène des mains. Roucheront des os et bailleront de liao. Parce qu'à vouloir tout et tout chiotte. Mais qui c'est assez vieux et qu'elle paille blanc, je veux dire que ça ne pense pas qu'elle me lance. Un autre avant de partir? Pareil. Nous-mêmes, vous n'en avez pas d'ailleurs trouvé l'enfant. La fin je le sapais, j'ai pas le linceul blanc sur le dos, je le sapais. Non, parce que l'encou ne sort qu'à la brune. Et il se promène sur une chérette qui est mal graissée et qui couine. Quand il est dans les chérets, on a la chérette. Quick, quick. Il se promène là-dessus, il n'est qu'un temps douce, avec pour Piao un linceul blanc, un chapeau de feutre, et il a la tête qui lui tourne comme une girouette. Sur l'épaule, il a une faux, bon, il est monté à rebout, la lame vers l'extérieur, pour faucher le monde en l'achetant par des vents. À la Berthière, il y avait un jeune homme là, qui était descendu dans la vallée, il menait ses chevaux, avant que la coulée ne fût naillée, et il remontait en sud blanc. Et oui, une chérette était la brune, et oui, une chérette qui remontait dans les chemins de la foulerie. Là. Il dit, tiens, il montait bien long coup. Il se chutait dans une broussaille de caude et attendit là. La lune faisait briller la fausse sur le dos de l'encou. Il dit, eh ben l'encou. Il était accompagné de deux personnages.
à Chartieu, et un autre pour ouvrir les haïchons, les haïches et les portes des ôtés, et pour entasser le monde que l'Ankou allait faire défunter. La charrette était tirée par 2 chevaux, en limon, un gros et un maigre. Et quand il est arrivé devant la brussée de Cueil, l'essieu de la charrette cassé net. La tête de l'Ankou fut 3-4 tours, et il dit même à ses commis, vous allez me couper un bout de cueil pour remplacer la pièce manquante. Le jeune homme qui était dans la brussée de cueil commençait à trembler, il en pissait dans ses ânes, et il dit, je sais foutu. Mais les chartiers ne firent pas attention à lui, remontit les cieux, et voilà l'encours parti. Quand il ressortit de là, les tchètes ne le portaient plus. Il rentrit chez lui, il dit, je l'ai échappé belle. Il en met le lendemain, il fut prendre une maladie, qu'aucun direction de médecin ne peut être gérer. Et sur le lendemain, on se faisait sa chance. Alors si un cerf est tard dans les fonds là, après la Brune, que vous voyez une charrette remonter dans les chemins là, ne vous retournez point. Parce que si vous êtes fauché et que vous êtes les derniers de la série, et vous qui serez sur la charrette l'année prochaine. Un petit texte que j'avais traité justement sur la vallée également. Alors j'ai traîné mes ânes dans les chemins de Saint-Jean à la Bertière, fait des ronds dans l'Iao, des sublets dans du Haut-Boueg. J'ai ouï les chartiers de Louchefort de Huadia, le Rusès qui chante en bas. Les mêles sublés dans les badiers, les clochiers sonnaient midi et le blémait hors cotis. J'ai senti l'odeur du fin à la fenaison. J'ai pris des lieues et du paisson en toute saison, des nouées de cueil et des châtaignes à fouaison. J'étais pas autour dans la coulée de l'Arguenon. Bonne continuation. Les enfants? Ouais, ça va, tu vois, tu l'as mis essuie. Hein. Donc c'est un texte qui s'appelle Dénaturer en 3 mots. Dénaturer. Je voudrais vous parler de mes amis, ceux à qui je ne parle pas, ceux que je ressens jusqu'au plus profond de moi. Quand je me sens seul ou que le besoin de l'aide s'en fait ressentir, je vais dans les bois. Là-bas, j'y ai plein de copains, ce qui fait que je m'y sente bien. Des fois, je leur serre la main, d'autres fois, je leur fais des câlins. Ils ont guéri plusieurs de mes chagrins, ils m'ont toujours poussé sur mon chemin, ou bien souvent, ils m'ont tenu la main. J'aime les arbres, j'aime les pierres, l'eau, la terre, la force de la nature, celle qui ne connaît pas de rature. Ici, tout y est parfait, du plus petit brin d'herbe à la plus belle des forêts. Si tu ouvres ton cœur, lâche la peur d'être fou ou de faire une erreur, je peux te présenter un frère, une sœur, l'arbre et la pierre. Attends, ferme les yeux, écoute quand il pleut. Ouh, celui-là est malicieux, c'est un guérisseur. Tu peux lui confier tes peurs, tu ne l'abîmeras pas de ton malheur. La magie du soleil qui souffle dans ses oreilles, plus celle de la terre à qui il est intimement lié sans pareil, fait qu'il peut tout nettoyer avec la douceur du miel. Dans les bois, il y a autant d'essence que de sensibilité, à toi de trouver celle qui va te parler. J'aime le être pour sa tendresse et sa sagesse. Attends, quelqu'un d'autre veut te parler. Une pierre, mais si, tu peux l'écouter. Sans sa forte tranquillité. Le minéral s'est construit sur le temps de l'eau coulée par des émotions qui remontent en des temps immémoriaux, là où la mémoire du savoir ne présentait même pas le début de notre histoire. Elle te renforce, si tu l'y invites, elle te prête sa force. Tu peux t'y asseoir, lui parler, la porter en bijoux et pour dormir, la glisser sous ton oreiller. Des pierres, il y en a des pôles et déjà qu'en quantité. Depuis que je les connais, je ne sors plus sans elles, je te le promets. Attends, je vais te présenter ce petit ruisseau là. Mais chi, plonge-y la main, c'est rigolo. Elle commence à te chatouiller, sa bise est toute mouillée comme les baisers de mémé. Qu'a-t-elle à te dire? Non, cela est votre secret. Je vais te présenter sa sœur. Monte sur ce rocher, accroche-toi bien à ton cœur. Waouh, regarde cette vague se fracasser. L'on sent sa force sans s'y baigner. Elle nous rappelle à la fragilité de notre humanité. Quand par chez elle tu te promènes, il y a moins de problèmes que tu ramènes. Ce n'est pas fini, ferme les yeux.
Respire, souffle. Oui, c'est cela, c'est son langage que tu parles là. Je te présente le vent, messager de toutes les plus secrètes pensées. C'est un ami fidèle. Il ne répétera jamais ce que tu lui as confié, car celui dont cela doit être dit, s'il sait l'écouter. Tu vois, la nature est bien présente, crois-moi. Sur la liste des présentations, il en reste 3, peut-être 4. Assis-toi là, sur ce rocher, face à la mer, en présence du vent. Lève la tête. Sens cette chaleur, douce et chaude comme un cœur. Je te présente un père, le soleil. Grâce à l'amour dont il inonde notre mère la terre, il fait qu'ici c'est moins austère. Ce n'est pas fini. Sens sur qui tu es assis. Ce rocher, oui, mais en dessous, par qui est-il porté? La terre, si profonde et féconde, mère nourricière, celle de qui l'on sort et dans laquelle on nous enterre. Notre corps est fait de sa poussière quand le soleil allume notre âme qui s'y émerveille. Sans notre père et notre mère, dans les chapitres d'avant, je n'aurais pas pu te présenter nos sœurs ni nos frères. Allonge-toi sur elle, sens sa douceur, et regarde-le, sens sa chaleur, et pile poil entre les deux. Poum poum, poum poum, poum poum. Ne sens-tu pas ton cœur? Lui aussi il te parle, mais la peur de se sentir vulnérable fait qu'on a du mal à l'écouter. Écoute le vent qui dans les arbres vient discuter. L'eau de son chant nous apaisait. Les oiseaux et les insectes au concert sont conviés. Respire, comme si tu étais un nouveau-né. Par la nuit, le jour a été remplacé. N'aie pas peur, les ombres nous ont enlacés. Lève les yeux. Waouh! Je te présente notre sœur la lune, qui chaque nuit vient nous bercer avec sa forte sensibilité. Elle, les cœurs, elle les entend pleurer, et avec sa douceur de nos malheurs, tente de nous nettoyer. J'aurais aimé te parler des plantes et de leurs vertus, mais nous n'avons pas encore été présentés, cela leur était incongru. J'espère qu'à ta présence, je t'ai raccompagné, et par ce message, je vais terminer. Il y a 100 ans, les hommes pensaient que les animaux n'avaient pas d'âme, mais en moins de 100 ans, j'espère qu'ils se rappelleront que la nature a une très belle âme.
d'enfer. Là, vous êtes trompé. C'est pareil avec les escaliers. Alors je vais vous raconter l'histoire de Yann Le Dantec. Yann Le Dantec, c'était un soldat qui avait fait une grande guerre. Une guerre qui avait longtemps duré, une guerre qui l'avait appauvri et à tel point qu'il n'avait plus le moindre sou pour se nourrir. Il n'avait que des vieilles chaussures à moitié éventrées, des vêtements déchirés, enfin bref, il était dans un état de misère assez pitoyable. Et voilà qu'un jour il traverse un village dans lequel il espère obtenir l'hospitalité. Il frappe à la première porte, et là un homme lui ouvre et dit « Que veux-tu toi ?» Je demande l'hospitalité pour la nuit. « Ah oui, tu crois qu'ici on est assez riche pour te recevoir? Qu'est-ce que tu nous donnes en échange ?» Mes mains, je peux travailler. Et qu'est-ce que tu sais faire? Tout. Celui qui sait tout faire, il sait rien faire. Il ferme la porte au nez. Il avance un peu, il frappe à une deuxième porte. Là, on lui ouvre même pas. Il frappe à une troisième porte. On lui ouvre. Que veux-tu? L'hospitalité. L'hospitalité. Ici, on est nombreux dans la maison. On a à peine de quoi. Alors passe ton chemin. On lui ferme la porte au nez. Ça s'est passé comme ça à peu près dans toutes les maisons. Arrivé à la dernière maison dans laquelle vivait la vieille Maharit, une vieille miséreuse aussi, mais pas tant que ça, parce qu'elle avait quand même une vache, elle avait un petit bout de terre à cultiver. Quand il a frappé à cette porte, eh bien, la vieille Maharit lui a ouvert en lui disant « Que veux-tu toi ?» L'hospitalité. L'hospitalité. Et qu'est-ce que tu vas me donner? Ben, mes mains. Tes mains? Elles n'ont pas beaucoup travaillé, regarde les miennes. C'est vrai que les siennes étaient pleines de terre, toutes ridées, avec les doigts bien tordus. On sentait qu'il y avait des années et des années de travail dans ses mains. Alors elle lui dit, écoute, moi, j'ai pas grand chose à t'offrir. Alors je crois qu'il vaut mieux que tu ailles voir ailleurs. Et il lui ferme la porte aussi. Alors il s'en va en shootant dans les cailloux, puis ça lui donne une idée. Il dit tiens, je sais ce que je vais faire. Il ramasse un caillou, il retourne chez Maharit, il dit écoute, est-ce que tu connais la soupe aux cailloux? La soupe aux cailloux? Ah ouais, c'est une recette de chez moi ça. Je peux te faire goûter si tu veux. Ah pour ça il faudrait juste que tu me prêtes un petit coin de feu et une marmite remplie d'eau. Elle le laisse rentrer en grognant, on ferme la porte derrière lui. Elle installe une marmite sur le feu qui avait là, remplie d'eau, et lui, il met son caillou dans l'eau. Et ils observent tous les deux. On commence à avoir quelques petites bulles. Il dit, ah, tu vois, ça commence. Qu'est-ce qui commence? Ah, la soupe. Ouais. Bah tu vois, chez moi, dans mon pays, enfin bon, c'est un peu plus riche qu'ici, on met du sel. Ah ouais. Parce qu'ici on n'a pas de sel. Ah, je ne sais pas, je dis chez moi on met du sel. Ah. Steve en grognant, elle va dans sa cuisine, elle prend une poignée de sel dans le pot à sel qui était là. Elle le donne à Yann, Yann le jette dans l'eau, et puis ben, tout de suite, ça fait un peu d'écume à la surface. Ah, tu vois, la vieille. Et ben là, on sent que le caillou est content. Parce que quand le caillou est accueilli comme ça et que ça fait de la mousse à la surface, eh ben, c'est bon signe. Ben, nous, à ce stade-là de la soupe au caillou, on met un peu de farine. Ah ouais, mais enfin, chez nous, il y a des champs, il y a du blé, il y a des moulins, il y a des meuniers. Enfin bon, c'est quand même un peu moins austère que chez toi. Moins austère? On n'a rien, nous, ici. Tu crois qu'on est des miséreux? On sait travailler. Elle se lève, elle va à la cuisine, elle prend un pot, elle lui amène, il lui trouve de la farine,
Et il saupoudre comme ça au-dessus de la marmite un peu de farine. Vous savez, la farine, elle s'étale, elle prend son aise, et puis quand elle est bien chaude, ça commence à faire à la surface de l'eau des petites bulles qui une à une recrachent une petite fumée, une petite vapeur. Ah, voilà vieille. Bah, à ce stade-là, nous, chez nous, hein, attention, hein, ah, nous on met du beurre. Ah oui, vous mettez du beurre. Nous, du beurre, on en a plus que chez vous, j'en suis sûr. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. Enfin bon, c'est chez nous, hein. On retourne à la cuisine en grognant. On lui ramène une assiette en terre avec une grosse motte de beurre. Avec ces petites gouttelettes à la surface. Et là, Yann, il prend un couteau et il en a un gros morceau. Et là, le beurre, il s'étale à la surface de l'eau. Ah, il est bien là, et puis il fait plein de petits yeux dorés là, qui le regardent. Et là, tu vois la vieille, tu vois comme c'est beau là, tu vois toutes ces belles couleurs, tu commences à sentir un peu cette odeur. Et ben nous, à ce stade de la soupe aux cailloux, oh, allez, on met un oignon. Ah ouais. Là, ni une ni deux, elle se lève, elle court dans sa réserve et lui ramène un gros oignon. Il l'épluche, il le coupe en petits morceaux, il le plante au-dessus au bout de son couteau, et il le fait roussir lentement au-dessus des flammes du feu, et puis vraiment ça commence à sentir bon dans la maison. L'oignon blondi, il roussit, et là il le met dans la marmite, et puis tous les petits morceaux d'oignon se répandent à la surface, et il coule, et il remonte, et il recoule, et il remonte. Et là, Yann voit sur le manteau de la cheminée une grosse cuillère en bois qu'il saisit, il se met à tourner, et puis ça sent drôlement bon. Ah, tu vois la vieille. À ce stade de la soupe aux cailloux, nous, on met le couvert. Et bien si tu veux, je t'invite à la manger. Elle regarde, quoi? Il est chez moi. Je lui prête mon coin de feu. Je lui fournis tous les ingrédients, il amène que le caillou, et c'est lui qui m'invite. Enfin, tu fais comme tu veux la vieille, si tu veux pas venir. Oh, elle ouvre son armoire, elle met 2 assiettes, elle met 2 cuillères, et puis lui continue à tourner en rigolant. Et puis au bout d'un moment, bah, ils se servent 2 grosses touches chacun, et puis ils mangent. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ma soupe aux cailloux? Ouais, elle est bonne. Ah, mange. Il la finit jusqu'à la dernière goutte, et puis la vieille, qui n'avait pas ri très souvent dans sa vie, puis qui n'avait pas eu l'occasion de sourire depuis bien longtemps, elle regarde ce type. Elle le trouve bien culotté. Mais ça l'amuse. Elle sent une espèce de chaleur dans ses doigts de pied qui lui remonte dans les jambes, et puis qui lui traverse le ventre, et puis qui arrive jusqu'à son cœur, et puis il se passe quelque chose dans sa poitrine. Elle a comme son cœur qui s'ouvre, et puis elle a un sourire qui naît sur sa bouche, et puis ses yeux deviennent comme ceux d'un enfant qui découvre ses cadeaux à Noël. Elle a de la lumière, ça pétille. Et puis il lui dit, et si on dansait? Et les voilà qui se mettent à chanter, qui se mettent à danser. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait la fête, la vieille Macharid. Alors elle passe une bonne soirée. Elle lui dit, mais tu vas pas partir comme ça. Je vais t'offrir un petit coin de paille, quelque chose près du feu pour que tu puisses dormir. Alors il accepte et il passe la nuit là. Et le lendemain matin, elle, quand elle se réveille, elle a hâte de le retrouver, ce compagnon. Mais quand elle arrive près de la cheminée, il est déjà parti. Alors ça lui fait drôle, mais ça va lui laisser un bon souvenir quand même. Alors elle est partie dans sa grange, elle a pris une grande planche sur laquelle elle a gravé « Toi qui passes devant chez moi le ventre creux, frappe à ma porte et tu seras bien reçu ». Elle a mis ça au-dessus de sa porte d'entrée, et puis cric, et puis crac. Le chemin a passé, les années se sont écoulées, et la vieille Macharid s'est fait, paraît-il, beaucoup d'amis.
faut-il croire en ses rêves? Les enfants, vous rêvez? Ça vous arrive de rêver? Vous vous rappelez plus? Il faut que je trouve un caillou. Hein. Ah ouais. Il y en a plein. Alors, il y a eu une fois un vieil homme qui s'appelait Ali qui dormait dans un champ. Dans un champ où il y avait que de la terre et puis quelques cailloux qui poussaient là encore. Et au milieu de ce champ, il y avait un olivier. Voilà. C'était son cadre de vie, c'était là qu'il vivait, c'était son environnement quotidien. Il dormait au pied d'un olivier. Et puis, bah, il ne faisait pas grand-chose de ses journées. Et puis, il vivait assez pauvre lui aussi. Puis voilà que par une nuit, il fait un drôle de rêve. Il rêve qu'il est à Bagdad. Et qu'à Bagdad se trouve un énorme pont, un pont que tout le monde traverse. Et puis, au pied d'un des piliers, eh bien, il y a un trésor d'enfoui. Et là, il dit des rêves, j'en ai fait dans ma vie, mais des rêves comme ça, j'en ai jamais fait. Et si c'était un songe? Et si c'était un message? Et si c'était vrai? Ah! Allez, je vais croire en moi. Il met le chemin sous ses pieds, il marche aujourd'hui, il marche demain. À force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Il est arrivé très longtemps après à Bagdad et il a eu exactement les mêmes images que dans son rêve, alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Donc forcément, il y avait là un message. Il a retrouvé le pont qu'il avait vu dans son songe et puis il est arrivé au pilier. Arrivé au pied du pilier, et derrière le pilier, il y avait un mendiant encore plus pauvre que lui, en guenille, avec une longue barbe, des rides, des cheveux sales, qui lui a tendu la main et dit « Hey, donne-moi une pièce !» Ah oui, c'est ça le trésor. Un homme encore plus pauvre que moi. Voilà, en fait, c'était ça. C'était une leçon. J'avais besoin de recevoir une leçon. Il parle un peu et puis Ali raconte son rêve. Et l'homme lui dit, pauvre fou, tu es complètement fou, il ne faut pas croire en ses rêves. Moi aussi j'en ai fait un rêve comme toi un jour. Je rêvais que j'étais dans un champ où il n'y avait que des cailloux qui poussaient. Et au milieu de ce champ, il y avait un olivier. Et j'y dormais. Et au pied de cet olivier, il y avait un trésor. Et tu crois que j'ai fait le chemin pour aller voir s'il y avait un trésor au pied de cet olivier? Ah, merci, merci, c'est une belle histoire. Allez, au revoir. Oh, il a remis le chemin sous ses pieds et cette fois-ci, il marchait 2 fois plus vite qu'à l'aller. Il est arrivé dans son champ, il a creusé au pied de l'olivier et il y avait un trésor. Et il est devenu riche. Alors des rêves, il en a réalisé un paquet. Mais pas tous. Parce que vous savez bien que l'argent ne permet pas tout. Et cric, et crac. Et cric, et cric, et cric, et cric. Et l'histoire sort de son sac. Il y avait une fois un agriculteur qui passait son temps à se plaindre. Il travaillait à 3 ou 4, toujours dans le même champ. Ah, il y en a qui se reconnaissent. Ah mais je pense pas qu'il y ait autant de similitudes que ça. Lui, il passait son temps à se plaindre du matin au soir et du soir au matin. Il se plaignait tant et tant que ses copains, ses collègues en avaient les oreilles rabattues, ils ne le supportaient plus. Il dit, écoute, on en a marre, hein, tu nous rabâches toujours le même discours, tu nous casses le moral, nous on perd notre enthousiasme avec toi, on perd notre courage, alors s'il te plaît, arrête. Va marcher, médite, fais autre chose, réfléchis, pense à ce que tu pourrais faire, pense à ce que tu pourrais devenir, et puis fous-nous la paix. Alors lui aussi, il a mis le chemin sous ses pieds, lui aussi il a marché, jusqu'à temps qu'il arrive dans une forêt. Et dans cette forêt, il a rencontré un loup, un vieux loup gris qui n'avait plus que la peau sur les os. Le vieux loup dit, qu'est-ce que tu fais par ici?
Mais je réfléchis, je pense, je fais des projets, j'essaye. Et toi? Ben, moi, j'ai toujours vécu dans cette forêt et avant il y avait du gibier, il y avait tout ce qu'il fallait et puis maintenant bah, il n'y a plus rien à manger avec les hommes, tu sais, les chasseurs, enfin bref, je vais mourir là, comme un vieux loup gris. Eh bien écoute, moi je vais au pays des 7 lacs et des 7 montagnes. Là-bas, il paraît qu'il y a un grand sage. Il a la réponse à toutes les questions. Alors ben, je peux lui poser la question pour toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour mieux manger? D'accord, si tu le vois, parle-lui de moi. Et notre homme continue sa route. Il continue sa route, il arrive à longer une rivière et puis il s'arrête pour se reposer. Et puis là, il y a un vieux chêne sur lequel il n'y a plus aucune feuille. Il observe le vieux chêne et ça l'interroge. C'est bizarre quand même, un chêne comme ça. Le vieux chêne lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah je te regarde, je suis étonné que tu n'aies plus aucune feuille sur tes branches. Il dit, bah oui, c'est vrai, j'ai plus aucune feuille sur mes branches. Ça fait quelques années de ça et ben voilà, je vis quand même, mais c'est plus comme avant. J'aimais bien entendre le bruit des feuilles percées par le vent. Et puis surtout, j'aimais bien entendre le chant des oiseaux. Maintenant, les oiseaux ne viennent plus se percher sur mes branches. Ah ben moi, tu vois, ben, j'entreprends un long voyage, hein. C'est un peu comme un pèlerinage. Je vais au pays des 7 lacs et des 7 montagnes, et puis là-bas, ben, il y a un vieux sage qui va répondre à toutes mes questions. On a de la chance. Si je pouvais me déplacer, ben, je lui demanderais pourquoi j'ai plus de feuilles sur mes branches. Et tu pourrais pas lui poser la question pour moi? Si. Eh ben, pose-lui la question pour moi. D'accord. Il continue son chemin et tranquillement il traverse une prairie. Au bout de cette prairie, il aperçoit une jolie petite maison en pierre. Et puis devant cette jolie petite maison en pierre, il y a un beau jardin avec de beaux arbres fruitiers. Et dans le jardin, il y a aussi des fleurs de toutes les couleurs, des fleurs plus magnifiques les unes que les autres. Et puis il y a une femme qui est là en train de tailler. Et il lui dit bonjour et puis il trouve qu'elle a une triste mine. Où vas-tu toi? Ah, moi, je vais au pays des 7 lacs et des 7 montagnes, attention, hein. Oh là, un grand voyage, hein. Je médite, je réfléchis, je vais faire des projets, et puis bah, tous mes soucis vont être réglés, parce que je vais rencontrer un vieil homme là-bas, et il a la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser, et il va solutionner ma vie, crois-moi. Eh ben, moi, je peux pas t'accompagner, mais si tu pouvais lui parler de moi. Bah oui, quel est ton problème? Bah tu vois, j'habite un endroit magnifique, j'ai une superbe maison, j'ai un beau jardin, il est très coloré, j'adore m'en occuper et pourtant, j'arrive pas à être heureuse. Hein? Et tu sais pas pourquoi? Je m'en doute un petit peu, mais j'en suis pas sûr. Alors parle-lui de moi. D'accord. Il continue sa route, il arrive au pays des 7 lacs et des 7 montagnes. Il gravit la plus haute de ces montagnes, il arrive précisément à l'endroit où le soleil et le renard se disent bonsoir, et il aperçoit un rocher sur lequel est assis en tailleur un vieil homme, tout habillé de blanc, avec de longs cheveux blancs, de longues barbes blanches et de belles rides, des yeux pétillants, mais des yeux d'une jeunesse incroyable. Alors, bien, ils se parlent, mais le conte ne dit pas dont ils se sont parlé. Ils ne parlent pas des questions que l'homme a posées et encore moins des réponses que le vieux sage a données, mais ils se sont parlé longuement. Et le vieil homme est reparti. Et alors il n'avait qu'une idée en tête, c'était trouver son bonheur. Il avait reçu un message avec ce vieil homme. Ne cherche pas trop loin le bonheur qui vient au creux de ta main. Oh là là, il y avait de quoi méditer sur cette phrase-là. Alors il a continué à marcher, et puis il est arrivé devant la jolie petite maison, avec ses arbres fruitiers, avec ses fleurs de toutes les couleurs, et puis il y avait toujours cette belle femme qui était là en train de tailler, et il lui a dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ce vieux sage? Ah bah moi il m'a dit que le bonheur était au creux de ma main, il ne fallait pas aller le chercher à l'autre bout de la terre, hein. Je vais le trouver là, je suis en train de le chercher, je vais le trouver. Et pour moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah bah pour toi il m'a dit que la seule chose qui te manquait dans ta vie, c'était un homme, un bon compagnon. Hein?
pas mal. Et puis, t'es costaud. Ah ouais, je suis désolé, mais moi je suis occupé là, faut que je cherche mon bonheur, alors j'ai pas le temps. Je te souhaite bonne chance. Et il repart. Il repart, il marche, et puis il arrive à un moment au bord de la rivière où se trouve ce chêne, sur lequel il n'y a plus aucune feuille, et puis le chêne frémit à l'arrivée du vieillard. Il dit alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, moi là je suis en route, là, moi je suis à ça du bonheur, hein, là, ça va pas tarder. Hein. Ah bon? Et pour moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, pour toi, mais c'est simple, il y a des brigands, il y a quelques années, qui ont enterré un trésor à ton pied. Et ce trésor empêche tes racines de s'abreuver dans la rivière, et voilà pourquoi tu n'as plus de feuilles, et pourquoi tu n'entends plus les oiseaux. Ben, prends-le, le trésor, déterre-le. Oh là, si j'avais le temps, mon pauvre. Mais je cherche mon bonheur, moi, je suis à ça, je te dis, à ça. Et il continue sa route. Et puis il arrive dans la forêt, il rencontre le vieux loup gris, et le loup lui dit alors, cette rencontre, ce pèlerinage, ce grand voyage, qu'est-ce que ça t'a appris? Ah, mon pauvre, si tu savais, depuis le temps que je me creuse la tête pour trouver mon bonheur, alors qu'il est au creux de ma main. Quand même, hein. Et pour moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, pour toi, il m'a dit que, forcément, avec les chasseurs, il n'y avait plus de gibier dans ta forêt, là, mais t'avais qu'à manger le premier imbécile venu. Et crac et croque. Il s'est fait dévorer. Super. Ça y est, ça vient. Moi j'ai faim, moi. Donc ce texte-là, il s'appelle Passage en 2 mots. Sur l'errance d'une âme sur le thème de l'amour. Je n'ai pas envie de conquérir une femme comme si je gagnais une bataille. J'ai juste envie de trouver une femme comme si je trouvais la paix. À ses pieds, déposer mes armes et mon armure, sans aucune peur de lui montrer mes blessures, sans vaines espérances ou craintes pour le futur. Que les journées passent comme les marches d'un escalier, pour pas à pas monter ensemble en toute sérénité vers des sentiers encore inexplorés. Les doutes sont des gouttes empoisonnées, les peurs des rumeurs à ne pas écouter. Est-il possible de juste ensemble s'apprécier? Trop de craintes peuvent compromettre la promiscuité. Promis à ne plus discuter de nos souffrances, content de s'être rencontrés dans l'errance, je regrette le goût de l'amour de mon enfance, celui qui ne connaissait que l'innocence à la saveur de l'abstinence. L'on partageait beaucoup plus que le désir ou l'espérance d'une délivrance. Je t'offre mon cœur, usant avec aisance, il erre partout à la recherche d'une résonance. Il attend que son heure sonne, que comme un autre il résonne. Ne plus être juste, dévoilé par un stylo. Ne plus être offert à demi-mot. Je t'aime, ces mots peuvent faire fuir autant qu'on le désire. Comment estime-t-on réussir à y parvenir? Avoir peur de se perdre, alors qu'il ne s'agirait que de se retrouver. Des fois j'aimerais que l'on m'aide à me désarmer. Mon cœur ressemble à un gilet pare-balles troué, où chaque impact me rappelle une femme que j'ai aimée. Cupidon peut bien aller se rhabiller, remplacé par le cupide, don de juste charmer. Il est aisé des conquêtes collectionnées, comme si l'on ouvrait une porte sans y rentrer. Et si je te laissais rentrer, m'assurerais-tu de rien dévaster? Si tu me regardes en face, m'aiderais-tu à te faire une place? Je te présente mon château abandonné. Tu peux le visiter jusqu'à une heure indécente, plonger dans la profondeur de moi-même, là où la douceur est un emblème. Mes murailles sont aussi fortes et fragiles qu'un poème. Et je suis conscient de réussir à en sortir indemne. Mais pour qui?
Pourrais-je trouver une autre raison que moi-même? Et s'il a été la réponse du problème? L'on masque le vide par le vide, l'on pense que ce puits sans fond n'a pas de raison. Et si l'on arrêtait de l'enfermer dans une prison? Ô voleur, rendez-moi mon cœur! Mais votre honneur, il a la même odeur, la même couleur. Oh, désolé, c'était une erreur. Je ne sais plus si je suis dépossédé ou juste possédé, condamné à errer pour quelqu'un ou peut-être moi-même me retrouver. Personne ne peut m'aider. Du coup, je me suis caché dans la Voie lactée. Et caché dans la Voie lactée, j'ai croisé un aviateur. Je lui ai demandé de me dessiner un mouton. Il m'a dessiné un cœur avec un joli son. J'ai descendu mes peurs sur un escalier en colimaçon. J'ai senti une odeur de cicatrisation. Et sur son avion remonté, le désert j'ai survolé. J'ai retrouvé le gris, je l'ai changé en violet. J'ai ouvert ces grilles comme on ouvre un volet. Et sur ce sentier, j'ai croisé le petit pousset qui soupourait la route de gravier, comme s'il s'imaginait que cela poussait. Perds ton espérance, apprivoise ta chance, remercie ta malchance et donne la chance aux chansons. Chausse-les comme un chausson. Sur la route, tu peux glisser, peut-être mettre plusieurs vies à te retrouver. Sur la toile de l'étoile de ton âme, réussir à te déchiffrer par-delà les mots de ton ego. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Pourquoi est-ce ici le rendez-vous? L'on s'aime comme l'on se chercherait d'époux, et je saigne un peu beaucoup plus haut que mon genou. Des fois, j'aimerais juste avoir à croire un gourou. Je ne projetterai plus sous vous les images de mes mirages. Je suis cet enfant qui s'est abandonné au fond de la classe et qui n'ose plus déranger, de peur qu'on le remplace. Et si je me mets à nu devant votre glace, c'est pour vous rappeler que derrière ce glaçage se cache à l'intérieur de nous tous un sage qui, comme un fou, nous dicte ses messages. Le mien est dans un trou perdu au fond de ses pages. Bravo. J'arrête de te regarder si je te dis. Le train est pris. Méléliac, 2 minutes d'arrêt. Qui au gag, regardez. Ouais. Qu'est-ce qu'il cherche là? Qu'est-ce qu'il veut faire chier? Vidéo gag. Ah, il faut peut-être aller à Tournemine, à côté de Plérin, tout ça. Il y avait une fois il n'y avait pas. Une fois il y avait encore et une fois il y aura l'histoire d'un roi. C'était un méchant roi. C'était un tyran. Il était toujours en train de se plaindre, toujours en train de hurler, toujours en train de battre, toujours en train de maltraiter. C'était un tyran, il voulait que tout le monde se prosterne devant lui. Et quand il traversait les villages, eh bien, il rackettait son peuple. Il prenait des étoffes, il prenait de l'argent, il prenait des pierres, il prenait des parfums, il prenait tout ce qu'il pouvait prendre, même si ça lui servait à rien. C'était un tyran. Et tout le monde avait peur de lui, il semait la terreur partout dans son pays. Tout le monde se prosternait.
Les enfants s'enfuyaient quand ils le voyaient, les femmes s'enfermaient et les hommes se prosternaient. Jusqu'au jour où un enfant innocent, un enfant plein d'audace, un enfant plein de culot, se promenait dans la rue du village en scandant: je vends des histoires, des tristes et des gais, un écu les tristes, 2 écus les gais, lesquels voulez-vous? Le roi l'a entendu: hé toi, viens ici! Tu ne vois pas qui je suis, moi? Je vends des histoires, des tristes et des gais, un écu les tristes, 2 écus les gais, lesquels voulez-vous? Prosterne-toi devant moi! Je vends des histoires, des tristes et des gais, un écu les tristes, 2 écus les gais, lesquels voulez-vous? Le roi agacé a fouillé dans sa poche, il lui a donné un écu. Hop! Merci. Il y avait une fois un roi qui était très méchant. Il voulait que tout le monde se prosterne devant lui. Mais pour qui se prenait-il? C'était un tyran. En plus, il était moche. Et en plus, il l'empestait. Il était vilain, personne ne l'aimait. À ces mots, le roi croit se reconnaître. Et ça fait naître sur son visage un sourire. Quel culot! Il s'esclaffe et l'enfant lui dit: hé! Tu arrives, tu me dois un écu. Le roi lui a donné un 2e écu, l'a ramassé dans sa poche et il dit: allez, je t'en raconte une autre, mais en marchant. Et celle-là, elle est gratuite, je te l'offre. Et voilà, parti, bras dessus, bras dessous, tous les deux. Et l'enfant commence à compter. Ben, c'est l'histoire d'un roi qui était très méchant, c'était un tyran, mais finalement, quand on grattait un peu la croûte, on se rendait compte qu'il n'était pas si méchant que ça. Il n'était pas si vilain que ça. Il lui fallait simplement se rafraîchir la mémoire. Alors, un beau jour, eh bien, il a rencontré un petit ami et ils sont partis bras dessus, bras dessous en se racontant des histoires. Le roi était amusé et il a senti quelque chose comme de l'amitié en lui. Des vieux souvenirs enfouis. Il avait été heureux auparavant. Pour quelle raison il avait oublié? Toujours est-il que cet enfant lui avait ravivé de bons souvenirs. Alors il continue à marcher et chemin faisant, il passe sous un pommier et de ce pommier, il tombe 3 pommes. L'enfant les ramasse, donne la première au roi, il lui dit: tu vois celle-là, elle est pour celui qui écoute l'histoire. Prends-la et mange-la. Celle-là, elle est pour celui qui raconte l'histoire. Et il croque à pleines dents. Il prend la 3e, il la casse en 2, il jette une moitié derrière son épaule, très loin derrière lui. Il dit au roi: tu vois, cette moitié-là, elle est pour ceux qui ont raconté et écouté l'histoire il y a très longtemps. Il prend la seconde moitié, il la jette très loin devant lui. Il dit: celle-là, elle sera pour ceux qui raconteront et qui écouteront l'histoire dans très longtemps. Ben voilà. Un jour, j'ai trouvé une moitié de pomme, je l'ai mangée, et c'est peut-être là que j'ai eu envie de compter. C'est peut-être grâce à ça que je suis avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai vu que ce midi, il y en a un paquet qui ont mangé des pommes. Eh ben, ne vous étonnez pas si la langue vous démange. Parce qu'un jour, vous aussi, peut-être que vous raconterez des histoires. Et cric, et l'histoire retourne dans son sac. Ce texte, c'est faire dur, en 2 mots. J'aime bien découper les mots. Pour ceux qui s'intéressent, ça s'appelle un peu la langue des oiseaux, en fait. C'est quand les mots se découpent et on peut en trouver plusieurs sens. Traversons-nous vraiment le futur ou sommes-nous qu'un puzzle de notre passé? Chaque instant, chaque rencontre conditionnée par ce dernier, comme si les minutes de nos vies étaient ces deniers. Où pourrais-je aller me chercher? Quand partirai-je à ma rencontre? Dis dans l'éternel présent, en dehors du temps. L'ego reposé sur les lauriers de sa souffrance,
la vie passe à côté, comme le souvenir d'une présence. Innocemment, je me mens, cherchant dans les tourments à contourner le présent. Et soudain, j'ouvre les yeux et je me rencontre. Je n'ai pas de vie, pas de passé, pas d'avenir. Je ressemble à un éternel souvenir. Je n'ai pas de sexe. Je ne suis pas possédé par mes possessions, ni par le temps et l'argent, qui ne sont que des inventions. Je n'ai qu'une seule intention. Apprendre à aimer et le partager. Je vois mes faux semblables comme autant de miroirs de mes faux semblants. J'ai trouvé le centre, celui qui me rappelle que je ne suis qu'une minuscule particule étincelle de l'originel. J'ai perdu 1000 vies à me convaincre de l'ennui, traversant l'envie et les soucis, en me demandant toujours à travers ceci, qui suis-je? Ce petit dégarni, qui aime la musique, danser et qui écrit, un numéro de sécu, un CV, j'ai déjà vécu, pourquoi le retraverser? Que suis-je de nouveau venu me rappeler? Qu'il est bon de revenir à l'unité, quand la mort peut bien nous la dévoiler? Je cherche le passeur d'âme qui ouvre la porte sur la vérité. Ici-bas, l'être humain s'est fait spolier. Rendez-moi ma divinité. Sortez-moi de là, ce corps est trop petit pour contenir tout cela. La vie et la mort ne sont que deux faces d'une même pièce, et je ne vous parle même pas du décor que vous ne voyez pas. Toute cette immensité, dont nous ne sommes qu'un doigt, aussi important que l'on se croit. Le vide n'existe pas, c'est le nom que l'on donne à ce que l'on ne connaît pas. Je ferme les yeux, ouvre mes ailes quand ça ne va pas, perdu sur le chemin que je connais déjà. Si je suis là, c'est que j'ai persisté et signé. Le système nous perd à nous demander de nous trouver. Il n'y a que quand la magie opère que le sage devient nouveau-né. J'ai 1000 pères, 1000 identités, je n'existe pas comme j'ai déjà existé. L'impalpable vient me palper. Je sors de moi-même et retourne dans l'immensité. La source, celle qui ne cesse de nous abreuver. Je n'ai pas de peur, pas d'odeur, je ne suis que tranquillité. Habilité dans le subtil, à me ressourcer. La tranquillité fait écho à l'habilité de mon ego. Il n'y a pas de mouvement. Comment pourrait se mouvoir l'infiniment grand? Et au final, de quoi pourrions-nous avoir peur? Ne sommes-nous tous pas ces enfants? Tout n'est qu'un jeu d'ombre et de lumière. S'il vous plaît, dites-moi ce qui se cache derrière tous ces corps, ces cœurs, cette nature gâchée. Sur terre, l'enfer et le paradis ont choisi de coexister. Qu'est-ce qui la ramènera à l'unité? Vidé de toutes mes vies dans lesquelles j'ai satisfait 1000 envies. Pourquoi point je ne me rassasie? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je dit? Suffit-il de rester immobile, demander l'aumône à l'Éternel pour passer dans un nouveau tunnel? Qu'ai-je fait pour perdre mes ailes? Pourquoi ne puis-je dépasser l'enfer et le ciel? Perdu comme une entité qui chercherait une identité. Voulant faire pénitence du début de mon existence, qui fut lâchement abandonnée par mon innocence. Pourquoi à mes yeux ne puis-je trouver clémence? Est-ce moi? Dieu qui joue de ma patience? Oui, Dieu, n'ayons pas peur des mots, celui que l'on colle dans un petit pot. J'ai longtemps eu du mal à m'y faire, ce pot caché par Lucifer, cette divinité qui se cache dans les hautes sphères. Mais qui se cache dans les hautes sphères? Hein, qui? Depuis trop longtemps, cette question me désespère. Je sais qu'elle n'est sûrement pas faite pour un cerveau de mammifère, mais cette idée, j'ai vraiment du mal à m'y faire. J'essaie tant bien que mal de coller à l'identité que je me suis forgée, cherchant dans mes valeurs des raisons à ma douleur, m'y perdant, en me rassurant, me disant sûrement meilleur. Meilleur de rien du tout. Au pire, juste un veilleur, une âme de vieux fou. Toutes mes opinions, aussi empreintes de bon sens soient-elles, ne valent pas un clou. J'ai beau me calmer, à l'intérieur je boue, cherchant un peu de douceur à travers vous. Quelle est donc cette lueur qui m'abandonne au bout? Est-ce la fin ou le début du rendez-vous? Dans quelle parcelle me retrouverai-je à travers vous? Il n'y a que dans les fosses communes, creusées par la pensée partagée, que je m'ouvre à vous. Je voudrais sortir à la différence, m'ouvrir, ne pas la prendre comme une offense. Mais gouverné par le contrôle, j'ai construit ma prison, comme un drôle. Voilà que je redescends. Comprenez pourquoi j'aime nager dans l'immensément grand. Je rêve de ne parler que par mes yeux. Les mots sont des labyrinthes qui font que d'un, on peut devenir deux. Vivant côte à côte, espérant un jour tout du moins frôler l'autre. Exister pour quelqu'un ou pour une cause, que l'on ait cru vivre au moins avant de passer sur l'autre rive, pour contempler la mort de nos yeux clos, et cherchant une clause de non-retour dans le non-sens de cette errance. J'ai l'impression sur terre de vivre une éternelle enfance. J'aimerais grandir, sans la faire mourir, cherchant à fleurir, pour de par vos cœurs, vous aider à vous faire reconquérir.
Je vais vous causer, moi, d'un vaillant homme qui ne pouvait plus se relever, point marcher, qui n'y voyait guère et qui tremblait. Son gars le prit s'élut, parce qu'il n'avait point les éliges pour le placer dans la maison où il a peur mourir. Mais il avait une bru qui ne l'aimait guère, et il avait un fils, Julao. Quand il était à table, il tremblait tant et tant qu'il gâtait sous son nourri, son niaou sur la table, et cassait de la vaisselle. Et un saïr, la bru s'est pitchée et dit, puisque vous mangez comme un poire, je vais vous mettre dans un coin de l'ôté, sur une veille de table et un bol en bois. Ce qui fut dit fut fait, ils mangeaient chacun dans le coin. Mais le petit Julao regardait son grand-père et voyait bien Liao qui chayait de ses yeux sur ses jambes. Et un jour qu'il revenait du travail, le père trouvait le Julao en train de se chiner sur un morceau de bois. Les soleils recouverts de ferluches. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Ben, j'ai creusé 2 étuelles, parce qu'elle va les vaillir, vous aussi. Les bras lui en chiaient. La mère qui n'était pas là se mit à brire. Elle serre même, le petit Julao allait chercher son grand-père, les ramener à table, et il mangeait avec eux. Et depuis le temps-là, le grand-père, les mains peuvent lui trembler, gâter son nourri, son niaou sur la table et casser la vaisselle, son gars et sa brune lui disent rien. Et le petit Julao s'en va chercher le bouchon d'étuelle, et en revenant caressant la main de son grand-père, lui dit « Ni rien, papy, j'allons nous en cheville. » Et là, dit qu'à l'amour.